Bonjour, nouvelle séance un peu différente de la précédente. La précédente était marquée par le fait qu'il y avait une très très grande continuité, cohérence entre Jean-Marc Latour que j'avais invité, qui a continué sur le thème fer, manganèse, etc. Ce sera un peu moins cohérent aujourd'hui, mais néanmoins on va continuer à discuter de systèmes à plusieurs métaux dans les protéines, dans les enzymes. J'avais introduit des systèmes à cuivre très très brièvement la semaine dernière, méthane monooxygénase, et ça sera le cuivre fera l'objet du séminaire que Marius Réglier présentera. Et finalement, avec le cours que je vais vous présenter, je vais mettre une sorte il est temps, de point final à la présentation de ces enzymes qui m'occupent maintenant depuis très très longtemps, qui sont ces enzymes qu'on va appeler radical-SAM, que j'avais commencé à présenter il y a 2 ans lorsque j'ai parlé des ribonucléotides réductases la première fois. La semaine dernière, puisque je parlais de ribonucléotides réductases de classe 1, j'ai évoqué celle de classe 3, mais très très brièvement. Je ne vais pas parler de ribonucléotides réductases aujourd'hui, mais je vais revenir avec cette grande famille d'enzymes qui utilisent des clusters fer-soufre. Alors les clusters fer-soufre, j'en ai parlé déjà abondamment, ça sera aussi mon dernier cours sur les clusters fer-soufre. On a entendu la problématique de la biosynthèse de ces clusters, et notamment, vous vous souvenez, donc Frédéric Barras, qui est un spécialiste de cette question, est venu nous raconter des choses là-dessus. Et puis, j'ai pris comme exemple des protéines fer-soufre comme cible thérapeutique intéressante. Là, je vais essayer de vous montrer comment la nature procède pour réaliser des réactions d'une complexité absolument incroyable. De mon point de vue, il n'y a pas plus compliqué que les biotransformations que je vais vous montrer aujourd'hui. Et ceci est remarquable. Et ce qui est remarquable aussi, c'est le fait que pour réaliser ces transformations, la nature utilise une chimie radicalaire, c'est-à-dire fait intervenir des radicaux, des espèces radicalaires extrêmement instables et réactives, et qu'on continue à se poser la question de savoir comment les enzymes qui mettent en œuvre ces intermédiaires radicalaires procèdent pour parfaitement les contrôler, pour, au bout du compte, faire une chimie extrêmement sélective et extrêmement efficace, alors que, je l'ai déjà dit, le dogme reste encore que les espèces radicalaires dans le vivant sont des espèces toxiques, très réactives, très difficiles à contrôler, etc. Et vous allez voir tout un tas de réactions qui sont radicalaires et qui, au contraire, sont d'une très grande complexité. Alors, je reviens à cette famille radical-SAM. Ceux qui suivent ces cours depuis quelques années ont déjà vu ça, et donc je ne vais pas y passer trop de temps. Juste rappeler que ce sont des enzymes à fer-soufre, cluster fer-soufre, et très rapidement, je montrerai que on vient finalement de découvrir récemment des systèmes à 2 clusters fer-soufre, et on va essayer de comprendre pourquoi 2 clusters fer-soufre sont nécessaires pour faire la chimie dont je parle. Ici, dans les familles radicales-SAM, il y a toujours au moins un cluster 4 fer, 4 soufre, qui a la propriété d'être complexé par la chaîne polypeptidique par 3 cystéines, laissant libre un site de coordination sur le 4e atome de fer. Et ce site de coordination est occupé par cette molécule qui est la S-adénosylméthionine, qui est ce sulfonium très connu par les biologistes comme étant un agent méthylant. Il y a énormément de méthylation, de réactions de méthylation en biologie, et c'est ce groupement méthyle qui est utilisé pour méthyler ADN, ARN, protéines, lipides, etc., etc. Mais ici, ça n'a strictement rien à voir avec de la méthylation. C'est une autre chimie qui est mise en œuvre et qui découle de l'interaction entre cette molécule
et le cluster 4 fer 4 soufre, en particulier par ce groupement aminocarboxylate terminal qui permet de positionner ce sulfonium pas loin du cluster fer-soufre, qui va permettre un transfert d'un électron. Vous allez voir comment ça se passe. Alors, il y a un certain nombre de structures aux rayons X de ces familles-là. Ici, je présentais celle que nous avions obtenue sur une radicale SAM avec Juan Fontecilla en 2008, qui permet évidemment de confirmer cet arrangement avec le cluster 4 fer 4 soufre et un atome de fer fixant la partie aminocarboxylate de la S-adénosylméthionine, vous voyez, qui s'étend ici dans le site actif. Alors, la découverte de cette famille est très très importante parce que, je l'ai déjà dit aussi, on s'aperçoit en étudiant les génomes qu'il y a plusieurs milliers de protéines qui appartiennent à cette famille et qui sont impliquées dans une immense variété de réactions biologiques. Il peut s'agir de la biosynthèse de cofacteurs, d'antibiotiques, de vitamines, d'alcaloïdes, de chlorophylle, enfin énormément de voies biosynthétiques qui font intervenir ces enzymes-là, le métabolisme de sucre, d'aminoacides, d'hydrocarbures, et puis également des enzymes qui agissent sur des macromolécules biologiques pour faire des modifications d'ARN de transfert, des modifications d'enzymes pour faire de la réparation de l'ADN. Bon, pas rentrer dans le détail, mais il doit y avoir aujourd'hui 7-8 structures aux rayons X de ces enzymes-là, et il y a une très grande conservation structurale avec cette structure en tonneaux de type TIM Barrel, ces feuillets bêta qui constituent le site actif. Vous voyez, il est présent partout. Et on voit bien cette structure en tonneau ici, à l'intérieur duquel vous avez le cluster 4 fer 4 soufre et la S-adénosylméthionine. Voilà. Donc, structure conservée, et puis chimie conservée. Tous ces systèmes fonctionnent exactement de la même façon, et on a réussi à décortiquer ces choses-là maintenant, avec la S-adénosylméthionine ici qui se fixe, donc, et après avoir introduit un électron, donc il faut une source d'électrons, un électron dans le cluster 4 fer 4 soufre, vous avez un transfert d'un électron de ce cluster à la S-adénosylméthionine qui a pour effet de casser la liaison soufre-carbone ici, celle-là, et pas les autres. Vous voyez, il y a 3 liaisons soufre-carbone, il n'y en a qu'une sélectivement qui est coupée, pour donner ce radical organique, 5'-déoxyadénosyl, qui est et en même temps en libérant de la méthionine. Et ce radical est un radical extrêmement réactif, capable d'arracher à peu près n'importe quelle liaison, n'importe quel atome d'hydrogène sur un carbone. Juste pour information, la liaison carbone H du groupement CH3 ici de la déoxyadénosine, c'est quelque chose comme 100 kcal par mol. Donc c'est vraiment une liaison puissante, ce qui fait que son radical a évidemment très envie d'arracher un atome d'hydrogène. Et c'est bien pour ça que ce radical est produit, c'est pour réagir avec un substrat. Ce substrat peut être une protéine, un acide nucléique, un ARN, mais peut être aussi une petite molécule. En arrachant cet atome d'hydrogène du substrat, ce radical devient 5'-déoxyadénosine, et le substrat devient un radical, et cette étape est absolument clé, puisque c'est ainsi que cette molécule RH peu active est transformée en molécule très active, et c'est donc on parle d'activation du substrat radicalaire par ce mécanisme-là. Et ensuite, le substrat, une fois activé sous cette forme radicale, se transforme. Et si tout ça est en commun dans la famille radicale SAM, les différences se passent ici quand les différents substrats évoluent différemment, évidemment.
Cette chimie-là permet, donc, comme je l'avais dit en introduction, des transformations absolument incroyablement complexes. Je vais commencer par parler des systèmes qui ne contiennent qu'un cluster 4 fer 4 soufre, et ensuite je parlerai des systèmes qui utilisent 2 clusters 4 fer 4 soufre, donc 8 atomes de fer dans une protéine pour faire une transformation. Alors ici, la biosynthèse de la thiamine, il y a un travail formidable de Teck Begley aux États-Unis. Si ça vous intéresse de savoir comment on fait de l'enzymologie au plus haut niveau, chimie bio-organique, plutôt organique, et bien vous allez voir tout le travail de Teck Begley qui est vraiment fantastique. Et la thiamine, donc, c'est une vitamine qui a été découverte au début du siècle et qui a valu à Eichmann le prix Nobel en 1929. C'est cette petite molécule. Alors, vous la voyez ici, pyrophosphate, ça c'est la vitamine. Il faut qu'elle soit phosphorylée ici à partir de la thiamine monophosphate. Et cette molécule vient du couplage entre une molécule thiazole ici et cette molécule-là qui vient d'un ribonucléotide, le 5-amino-imidazole ribotide. Donc, je ne sais pas si vous observez déjà cette étape dont je vais parler par la protéine TIC, enfin THIC. Là, il y a une transformation assez violente de la molécule en une seule étape. Ensuite, il y a juste une phosphorylation. De l'autre côté, il faut produire ce groupement thiazole phosphate carboxylate. Voilà le thiazole phosphate et une fonction carboxylate. Et alors, il y a un atome de soufre qui vient de la cystéine. Je ne vais pas détailler comment cet atome de soufre de la cystéine est mobilisé. Un autre précurseur, c'est ce déoxyxylulose phosphate et la déhydroglycine. Ce dont je vais parler, c'est comment la tyrosine est transformée en déhydroglycine, puisque, en effet, dans tout ce processus de biosynthèse, vous avez 2 radicales SAM, 2 enzymes radicales SAM. Vous avez la protéine THIC et vous avez la protéine THIH. Voilà, alors je vais commencer par THIC, puisque là, ce sont des résultats qui sont relativement récents. Alors, la première chose tout à fait étonnante, c'est que les cystéines qui complexent le cluster 4 fer 4 soufre dans la protéine n'a strictement rien à voir avec ce qui était considéré comme un dogme, à savoir que les séquences des cystéines impliquées dans la complexation du cluster fer-soufre, c'est CX3, CX2C. 99,999% des radicales SAM utilisent cette séquence-là. Et là, pour la première fois, et la dernière d'ailleurs pour le moment, on a l'exemple d'une radicale SAM qui a une séquence tout à fait différente, 6, X2, 6, X4, 6. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine flexibilité. Et là, il y a une structure donc, qui est intéressante, puisqu'il y a à la fois, donc vous voyez, publié en 2008 dans Nature ChemBio, la SAM, comme d'habitude, fixée ici, et puis le substrat. Notamment, vous voyez une partie carboxylate ici, un ribose. C'est voilà. C'est l'amino-imidazole ribotide qui est là, dans la position pour être attaqué. Et voilà, alors ça, c'est absolument extraordinaire. Ça a été revu par Begley, c'est tout le travail de Begley dans Annual Review of Biochemistry en 2009, et puis complété dans Angewandte Chemistry en 2010, où il a pu comprendre comment, par des marquages carbone
et hydrogène, donc carbone 13 et deutérium, avec des synthèses absolument fantastiques, puisqu'il a marqué sélectivement les différents carbones du substrat. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, dans cette transformation qui est très complexe, il a pu montrer que ce carbone était libéré sous la forme d'acide formique. Ce carbone-là a été perdu sous forme de monoxyde de carbone. Et ensuite, vous avez ce carbone qui finit là. Celui-là est avec ce carbone et le phosphate qui est ici. Et il a fait la même chose en analysant les transferts d'atomes d'hydrogène. Vous voyez, ici, 2 protons, il y en a un qui disparaît, il y en a un qui reste et qui se retrouve ici. Celui-là disparaît, celui-là se retrouve là et celui-là se retrouve là. Donc vous voyez ces 2 atomes d'hydrogène sur le même carbone. Enfin, c'est absolument incroyable du point de vue du transport des atomes. Et ici, évidemment, on peut, à partir de toutes ces informations, essayer de comprendre comment se produit la transformation qui est initiée par ce radical, le radical 5'-déoxyadénosyle, qui vient de SAM plus un réducteur. Et donc, il faut commencer la réaction par un arrachement d'atomes d'hydrogène quelque part ici. Et ce faisant, ceci devient le 5'-déoxyadénosyle. Alors, voilà le type de transformation qui est, dont on peut faire l'hypothèse. Et comme on va le voir dans plusieurs exemples, ce qui est proposé, c'est que les transformations peuvent passer par des ruptures d'une seule molécule en fournissant 2 entités, une fragmentation de la molécule organique qui permet une plus grande diversité de réactions. Donc ici, ce qui est proposé, c'est que le radical attaque sélectivement cet atome d'hydrogène ici, voilà, donc ça conduit, après ouverture du cycle, ici, ribose, de se retrouver avec un radical là, et ici, par déplacement des électrons, vous avez cet intermédiaire. Ensuite, ce radical qui est très réactif et réagit avec le 5'-déoxyadénosyle, vous avez un autre radical intermédiaire qui, à nouveau, peut attaquer et maintenant attaque cet atome d'hydrogène ici, et ce radical peut attaquer ici sur ce carbone qui est activé. Ce cycle peut s'ouvrir à nouveau, et là vous avez une fragmentation de la molécule, ce qui permet de créer ici ce radical qui maintenant va pouvoir attaquer sur cette partie de la molécule pour donner cet intermédiaire radicalaire, et par toute une série de réactions vous produisez le produit final. Je ne veux pas aller plus loin dans la description, enfin, si ça vous intéresse, vous regarderez ces articles. Ce qui est ici remarquable, c'est que toute cette chimie-là est déclenchée par l'arrachement de cet atome d'hydrogène. Tant que cet atome d'hydrogène n'est pas arraché, il ne se passe rien, et dans l'enzyme, dans une seule enzyme, dans un seul site actif, avec finalement une mobilité limitée, eh bien, à partir du moment où vous avez arraché cet atome d'hydrogène, vous faites toute cette transformation pour finir ici. Ça, c'est assez remarquable, et c'est la puissance de ces systèmes radical-SAM. Voilà. Autre exemple, vous voyez, c'est des choses récentes, là aussi, 2011. Des gens se sont intéressés à la biosynthèse de ces thiopeptides, parce qu'ils ont des propriétés antibiotiques, et que c'est intéressant de comprendre comment ils sont synthétisés, éventuellement d'ailleurs pour utiliser cette connaissance pour produire des thiopeptides modifiés à façon.
en particulier en utilisant les enzymes qui participent à la biosynthèse de ces structures. Et là, il y a une partie qui est assez remarquable ici, qui est un dérivé de tryptophane, un groupement indole, où vous avez ici dans cette position un thioester et un groupement méthyle ici, et là encore, vous voyez une transformation qui est catalysée par une radicale SAM. Là aussi, il y a des marquages qui ont été faits. Vous voyez, ça c'est le produit de départ, c'est le tryptophane, et il a été bien établi que ce carbone ici finissait sous forme de formaldéhyde, que le groupement amino est perdu sous forme d'ammoniac, et que vous retrouvez avec cet acide méthylé ici, et donc fonction acide qui va pouvoir être utilisée pour faire le thioester ensuite, cet indole donc modifié, et vous voyez avec des grandes transformations, puisque ce carbone ici vient terminer en position 2' là, donc je l'ai dit pour cela, et ce carbone ici 3 est le groupement méthyle. Donc là aussi, une transformation très complexe sur un produit stable, mais qui, dans cette protéine, NOS-L, est déclenchée par un arrachement d'atomes d'hydrogène sur le tryptophane. Vous avez un radical qui, là aussi, évolue par fragmentation avec coupure de cette liaison carbone mauve, carbone bleu, pour donner un intermédiaire de type radical glycinique qui, voilà, qui ensuite permet d'accrocher un carboxylate sur ce dérivé. Bon, je ne rentre pas dans le détail ici, c'est un peu complexe, ce n'est pas nécessaire, mais c'est à nouveau pour vous montrer comment un seul arrachement d'atomes d'hydrogène peut conduire à une transformation tout à fait utile et complexe. Alors, je vais maintenant aussi parler de quelques exemples de nucléosides modifiés dans les ARN de transfert. Ça, c'est un sujet qu'on développe au laboratoire depuis pas mal d'années, y compris ici au Collège de France. Et comme vous le savez peut-être, mais j'en ai déjà parlé, les ARN de transfert sont des macromolécules biologiques qui subissent énormément de transformations chimiques, aussi bien au niveau des bases que des sucres de ces ARN. Et évidemment, ces transformations ont un rôle physiologique. Et il y a tout un tas de transformations. Certaines sont relativement simples, ce sont des méthylations par exemple, et puis d'autres sont beaucoup plus complexes. Un exemple de système complexe, à nouveau, c'est la transformation qui conduit à passer du GTP à cette déazapurine qui est la keosine. Alors, c'est un processus qui fait intervenir plusieurs enzymes, et ici, à nouveau, dans cette transformation-là qui joue un rôle très très important, vous avez une radicale SAM qui intervient dans une étape. Donc là aussi, cette transformation, vous voyez, qui est complexe, parce que pour passer de là à là, ce n'est pas absolument évident pour un chimiste organicien, et bien là encore, ce qui a été montré, c'est que cette chimie-là est possible parce qu'elle est radicalaire. Ça commence par un atome d'hydrogène sur ce carbone-là, vous voyez, à nouveau par le radical 5'-déoxyadénosyle, et ensuite par une série de transformations. Là aussi, si vous êtes intéressé, que je vous invite à étudier dans la littérature ou en reprenant ma présentation, qui est disponible, vous le savez, sur le site web du Collège. Voilà. Maintenant, je vais passer à des systèmes plus complexes. Tous ceux dont je viens de parler ne comportaient qu'un seul cluster 4 fer 4 soufre. Et récemment, et de façon de plus en plus fréquente, les laboratoires qui travaillent sur les
radical SAM ont dévoilé l'existence d'une sous-classe d'enzymes radical SAM qui contiennent 2 clusters 4 fer, 4 soufre. Et la théorie, aujourd'hui, c'est que le premier cluster 4 fer, 4 soufre est toujours celui classique des radical SAM qui fixe la S-adénosylméthionine pour donner le radical 5'-déoxyadénosyl qui est absolument clé pour arracher à un moment donné un atome d'hydrogène. Et puis vous avez un deuxième cluster 4 fer 4 soufre dont la fonction est, pour le moment c'est ça l'hypothèse, de fixer le substrat et de l'activer, donc par une nécessité supplémentaire d'activer le substrat, puisque dans les exemples précédents, le substrat n'était pas fixé à un métal. Néanmoins, il était en interaction avec un certain nombre d'acides aminés, de chaînes latérales d'acides aminés au sein du site actif, interaction qui évidemment contribue aussi à l'activation du substrat. Mais là, la fixation à un métal, en général, conduit à une activation qui est beaucoup plus forte à cause des propriétés électroniques du métal. Sans doute, le premier exemple dans l'histoire de cette classe-là, c'est l'enzyme MOAA qui est impliquée dans la biosynthèse de la molybdoptérine. Alors, la molybdoptérine, c'est ce cofacteur qui est présent dans un certain nombre d'enzymes redox du métabolisme qui contient dans son site actif un atome de molybdène. Ça peut être parfois du tungstène, donc ça vous permet de voir qu'il y a effectivement des enzymes à molybdène et tungstène dans le vivant. Et puis cet atome de molybdène est fixé par une molécule un petit peu particulière qui a cette fonction dithiolène qui constitue le ligand qui s'accroche à l'atome de molybdène, mais qui est qu'on appelle une molybdoptérine. Et le précurseur de cette molybdoptérine, cette molécule est synthétisée via toute une chaîne de transformation. Et à nouveau, dans cette chaîne-là, il y a une enzyme radical SAM qui est MOAA, et donc qui utilise comme substrat le GTP. Et ce GTP est ensuite transformé en cette molécule qu'on appelle précurseur Z, historiquement, et qui ensuite subit un certain nombre de transformations pour être finalement converti dans le cofacteur à molybdène. Donc là aussi, vous voyez une transformation pas du tout triviale, avec toujours via des réactions de marquage isotopique. Cet atome de carbone ici, vous voyez, qui est pris dans ce cycle, qui se retrouve maintenant totalement non connecté à des azotes, qui se retrouve ici, sur un autre cycle qui a été formé. Ce cycle a été formé d'ailleurs avec des atomes de carbone qui viennent du ribose. D'accord ? Donc là aussi, pour comprendre une telle chimie, c'est assez compliqué. Eh bien, l'enzyme qui fait ça, donc c'est MOA, dont la structure au rayon X a été obtenue. À nouveau, pas du point de vue de cette première structure, pas d'information révolutionnaire. C'est une radicale SAM, on retrouve le tonneau bêta, on retrouve le cluster 4 fer 4 soufre avec la S-adénosylméthionine qui flotte dans ce tonneau, et probablement il y aura des substrats ici pour réagir avec le radical qui va être formé à ce niveau-là. Mais ce qui a été montré à ce moment-là, c'est qu'il y avait un deuxième cluster 4 fer 4 soufre sur la surface du tonneau. Et dans un autre travail de cristallographie qui a été couplé à des études de spectroscopie assez fines, notamment des spectroscopies RPE et Andor, qui ont permis en effet de comprendre que d'un côté, vous aviez le cluster qui fixe la S-adénosylméthionine que vous voyez ici. Ça, c'est une structure dans laquelle il n'y a pas de substrat, et vous avez le deuxième cluster 4 fer 4 soufre ici. Et puis, en présence de substrat, alors là, c'est une structure dans laquelle la SAM a été clivée
puisque vous voyez de la méthionine et de la 5'-déoxyadénosine. Il y a plusieurs structures dans lesquelles on trouve que la SAM a réagi, et on se retrouve avec des produits de coupure. Mais là, vous voyez, vous avez le GTP qui est fixé sur le deuxième cluster 4 fer 4 soufre, et il a été montré que c'était via cet atome d'azote. Celui-ci, l'azote 1. Voilà. Et donc, là aussi, on peut baser sur toute cette connaissance qu'on a maintenant de l'évolution de ces radicaux, imaginer un mécanisme. Alors, je ne l'ai pas dit, hein, mais il aurait fallu le dire dès le début, mais ces mécanismes-là qui font intervenir tout un tas d'intermédiaires sont largement spéculatifs, dans le sens où, bien évidemment, pratiquement aucun, ou presque, de ces intermédiaires radicalaires n'a été piégé, caractérisé, détecté, enfin, etc. Mais là aussi, notre connaissance de la chimie radicalaire nous permet d'envisager que le radical 5'-déoxyadénosyl arrache cet atome d'hydrogène. Vous imaginez qu'il y a le deuxième cluster 4 fer 4 soufre ici, qui, d'une certaine façon, active cette partie de la molécule. Et ensuite, vous avez une évolution, là aussi, par fragmentation de la molécule, qui permet au radical formé ici d'attaquer un autre atome de carbone, qui permet, voilà, là aussi, je ne rentre pas dans le détail, de finir avec cette organisation, cette nouvelle organisation des atomes de carbone. Donc là encore, très, très grande transformation initiée par simplement l'arrachement d'un atome d'hydrogène sur cet atome de carbone. Voilà. Alors très récemment, voilà un sujet sur lequel nous avons travaillé, parce que nous nous intéressions à une autre transformation des ARN de transfert. Ici, à nouveau, vous voyez cette transformation de ce nucléotide en celui-ci, avec l'introduction d'un troisième cycle. En 2011, il a été montré, pendant longtemps, on ne savait pas très bien qui était capable quelle était la source de ces atomes de carbone supplémentaires, de ces deux atomes de carbone. Vous voyez que par rapport à cette molécule, oui, d'abord il y a eu une méthylation ici sur cet azote, donc ça c'est l'enzyme TRM5 qui introduit ce méthyle. Et puis ensuite vous avez une radicale SAM qui introduit ces deux atomes de carbone de façon très sélective, bien sûr. Et en 2011, donc, Bandarian a montré que c'était du pyruvate, et c'était ces deux atomes de carbone qui étaient introduits ici dans l'ARN de transfert. Alors, pendant qu'il faisait ce travail, nous-mêmes, nous étions sur cette enzyme pour essayer de comprendre cette transformation. Et on avait constaté que, en effet, dans les séquences, si on analysait les séquences de cette enzyme, excusez-moi, qui s'appelle TYW1, eh bien, il y avait non seulement 3 cystéines qui ressemblaient aux cystéines d'un radical SAM, CX3, CX2C, mais il y avait 3 autres cystéines dans la partie N-terminale qui étaient parfaitement conservées. Et donc, on a fait l'hypothèse qu'il y avait 2 clusters 4 fer 4 soufre là-dedans. Et effectivement, il y a 2 clusters 4 fer 4 soufre. Il n'y a pas de structure avec les 2 clusters 4 fer 4 soufre. Donc, ce que je vous montre, ce sont des modèles qui ont été faits avec à nouveau le cluster radical SAM ici et la SAM, la S-adénosylméthionine. Et puis ici, le deuxième cluster. Et l'hypothèse, c'est que ce deuxième cluster sert à fixer un substrat pour l'activer. L'homologie de structure avec MOA, qui est impliquée dans la biosynthèse de la molybdoptérine, est assez remarquable, avec les 2 clusters situés à égale distance dans les 2 cas. Vous vous souvenez que, je viens de le dire, que le deuxième cluster ici fixé du GTP pour faire la synthèse de la molybdoptérine, et ici, il n'y a pas de structure qui permet de voir un substrat fixé. Néanmoins,
Voilà, ça c'est d'autres informations structurales, je n'ai pas la peine de rentrer plus dans le détail. Néanmoins, nous avons fait une étude, notamment spectroscopique, extrêmement détaillée de cette enzyme, pour montrer qu'en effet, l'enzyme contient 2 clusters 4 fer 4 soufre. Ceci peut être aisément démontré par des spectroscopies UV visibles et en particulier par des spectroscopies Mossbauer, qui est une spectroscopie nucléaire, qui permet d'interpréter des signaux comme ça, se doubler comme la présence de clusters 4 fer 4 soufre. Et donc l'évidence qu'il y avait 2 clusters 4 fer 4 soufre. Et ensuite, nous avons démontré qu'en effet, ce cluster 4 fer 4 soufre sert à fixer le pyruvate. Donc là, on est bien dans la même vision que MOAA. Le deuxième cluster sert à fixer un des substrats et à l'activer. Et ceci est particulièrement visible dans des spectroscopies Mossbauer avec des modifications, je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas nécessaire, mais des modifications du spectre Mossbauer par addition de pyruvate, des modifications de spectre RPE par addition de pyruvate, et des modifications de spectroscopie RPE à 2 dimensions, I-score, l'apparition de ces signaux ici qui indiquent, ça indique la fixation de la SAM sur le cluster 4 fer 4 soufre. Mais cette énorme modification par rapport au signal ici sans pyruvate qui est indiqué là est une indication que le pyruvate se fixe sur le deuxième cluster. De sorte que là aussi, on a proposé un mécanisme où vous avez maintenant 2 clusters. Il y en a un qui fixe le pyruvate, il y a le deuxième qui fixe la SAM. Vous avez évidemment par transfert d'électrons sur la SAM le fameux radical 5'-déoxyadénosyle. Et vous avez toujours le pyruvate ici accroché. Et ce qui est proposé, c'est que ce radical arrache un atome d'hydrogène sur la partie méthyle. Vous vous souvenez que cet atome d'azote a été méthylé juste avant cette étape-là. Donc ça, c'est l'ARN de transfert. Arrachement d'un atome d'hydrogène ici, qui permet, grâce à l'activation de ce pyruvate, qui est quand même une molécule très stable, mais son activation par fixation sur l'atome de fer du cluster, une attaque radicalaire qui est proposée ici, pour donner à nouveau cet intermédiaire, là aussi, qui permet donc... oui, ici, décarboxylation, puisqu'on part de 3 carbones et on arrive à 2 carbones simplement sur le... voilà, 2 carbones supplémentaires sur le produit final. Donc il y a une perte d'un carbone via une perte de CO2, et ensuite ces intermédiaires évoluent jusqu'au produit final. Donc là encore, un arrachement d'atomes d'hydrogène absolument essentiel, et 2 clusters, l'un pour activer la SAM et l'autre pour activer le pyruvate. L'autre exemple que je crois que c'est pratiquement mon dernier exemple un peu détaillé, c'est un système sur lequel, alors j'en ai déjà parlé, mais c'est un système c'est un système complexe. Nous avons passé des années à travailler sur cette protéine. Nous avons mis longtemps à faire accepter ce mécanisme. Et ce matin, j'ai un mail qui accepte la publication de cet article. Donc c'est une bonne nouvelle du matin. Après pratiquement un an de bataille avec les éditeurs. Donc c'est RIMO. Alors c'est une protéine qui fait quelque chose d'assez incroyable. Vous voyez, le ribosome, c'est tout un tas de protéines, d'ARN, c'est quelque chose de très très complexe. Ici, je montre la petite sous-unité du ribosome. Vous voyez, c'est un fatras de protéines et d'acides nucléiques. Eh bien, ici, je zoome sur la protéine S12, vous voyez, qui est en interaction avec des acides nucléiques. Cette protéine S12, qui est une petite protéine, a un aspartate, l'aspartate 88, qui subit une thiométhylation. Alors, donc ça veut dire qu'il y a une enzyme qui s'appelle RIMO,
qui est capable de détecter là-dedans l'aspartate qui est enfoui là-dedans pour faire cette transformation-là. Ça, c'est une première observation assez fascinante. La deuxième remarque, c'est qu'ici, on fait une transformation d'une liaison carbone-hydrogène en liaison carbone-soufre. Et ça reste, enfin jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça restait une question qui était, et qui reste encore d'une certaine façon pas très très bien établie. Comment, en biologie, on fait des transformations de liaison carbone-hydrogène en liaison carbone-soufre. Alors on a eu une excellente collaboration avec John Hunt à Columbia University, qui donc a fait un certain nombre d'analyses structurales de cette protéine RIMO qu'on avait isolée. Ce qui nous intéressait ici, c'est initialement la question de comment se passe la transformation d'une liaison carbone-soufre. Alors on aurait pu prendre un système plus simple que celui-là, parce que ce système est très compliqué, parce que la protéine est assez compliquée à produire, est fragile, elle est complexe. Par ailleurs, le substrat est une protéine S12 qu'on n'a jamais réussi à purifier. Donc le substrat qu'on prend, c'est un peptide qui contient l'aspartate qui est substrat. Mais néanmoins, on a maintenant tout un tas d'informations qui vont dans le sens d'un mécanisme, je crois, bien établi. Donc la première information, c'est qu'en effet, cette protéine contient 2 clusters 4fer4 soufre. Vous pouvez le voir ici. Et d'une certaine façon, ce qui est très étonnant ici, c'est la proximité de ces 2 clusters. Je crois que, enfin, à ma connaissance, je ne connais pas de système où 2 clusters fer-soufre sont si proches l'un de l'autre. Vous avez ici un domaine qui sert à fixer le substrat protéique, la protéine S12. Vous avez ici, vous ne le reconnaissez peut-être pas bien, mais il y a le fameux tonneau bêta, là. Donc c'est le domaine radical SAM. Et puis il y a un autre fold ici, il y a un autre domaine qui n'avait jamais été cristallisé, qui d'ailleurs qui s'appelait UPF, etc., qui veut dire Unknown Protein Fold. Donc pour la première fois, on en a la structure, et c'est un domaine qui fixe le deuxième cluster 4fer4 soufre. Voilà. De façon assez inattendue, quand on a isolé la protéine, mais je considère que c'est un artefact, on a trouvé, parce que lorsqu'on produit cette protéine avec 2 clusters 4fer4 soufre, on la produit en ajoutant du fer et du soufre pour reconstituer les clusters. Et ce faisant, on a introduit un polysulfure, un pentasulfure ici dans ce cas, qui lie les 2 clusters 4fer4 soufre. C'est-à-dire que ce pentasulfure occupe la position de coordination, alors c'est celui du bas, du cluster radical SAM, là où viendrait se fixer la SAM. Et ce que nous montre cette structure, c'est que le deuxième cluster a en effet un site libre ici pour fixer un substrat. Et visiblement, il a l'air doué pour fixer des atomes de soufre. Ce qui nous intéresse, puisqu'on veut faire de la sulfuration d'une molécule. Et donc, notre hypothèse de travail, c'est que, mais on n'a pas la structure qui le montre, c'est que ici va se fixer la SAM, et ici va se fixer un donneur d'atomes de soufre, et on a montré que cet enzyme, en effet, était capable de fonctionner de façon catalytique si on lui donne du sulfure, sous forme NN2S, alors HS-, ou du méthylsulfure. Puisque, vous vous souvenez, c'est une thiométhylation qui est produite. Alors, ce que nous avons, je crois, bien démontré, en utilisant, je dirais pour la première fois, de l'iScore sur du sélénium 77, c'est utiliser du méthylsélénure comme substrat. Nous avons montré que ça affecte le spectre RPE du deuxième cluster, et nous avons pu montrer qu'il y avait un couplage entre le spin électronique du cluster et le spin nucléaire du sélénium, ce qui démontre que nous avons un lien entre le cluster fer-soufre et le méthylsélénure, de la même façon que nous l'avons avec le méthylsulfure.
Et il y a eu des magnifiques calculs qui ont été élaborés par Jean-Marie Mouesca à Grenoble et qui ont parfaitement bien démontré que les couplages expérimentaux fit parfaitement bien avec un sélénure fixé sur l'atome de fer comme ça de façon terminale, je dirais, plutôt que de façon pontant. Donc tout ça va dans le bon sens. Ici, c'est un modèle dans lequel on a mis RIMO avec la protéine S12. Ici, vous voyez l'aspartate qui va être modifié. Ici, vous avez le cluster fer-soufre avec le radical SAM, et vous avez le deuxième cluster dont on pense qu'il fixe le substrat méthylsulfure. Et donc, la raison pour laquelle les deux clusters sont très proches, c'est parce qu'il faut créer un site actif dans lequel vous avez à la fois le sulfure qui doit être contrôlé par le cluster 4 fer 4 soufre ici, le deuxième cluster. L'idée, c'est que les sulfures sont des entités qui sont très réactives, très toxiques, donc il faut parfaitement bien les contrôler. Et le rôle de ce cluster, c'est effectivement de fixer le soufre à bonne position pour faire la réaction. Le deuxième cluster est pas loin, qui fixe la SAM, avec ici la partie 5'-déoxyadénosine qui va devenir radicalaire. Et donc le substrat est là, pas loin, le radical va se former là, ici il va y avoir un arrachement d'atomes d'hydrogène et sans doute un transfert du soufre vers le carbone ici. Et c'est ce qui est représenté ici. En gros, un cluster, alors oui, on fait l'hypothèse d'abord qu'on part du sulfure. Il faut le méthyler, donc on fait l'hypothèse qu'il y a une SAM qui joue un rôle de méthylation. Et ça, on l'a parfaitement bien montré, puisque en marquant le méthyle, on a montré qu'à la fin, le méthyle le méthyle qui est présent dans l'ARN de transfert à la fin, dans le thiométhyle, vient de la SAM. Donc il y a une étape de méthylation. Ensuite, vous avez cette situation dans laquelle vous avez le substrat, le thiométhyle sur un fer et la SAM, et donc vous êtes dans une situation où finalement les deux clusters, on reste dans la chimie radicalaire, les deux clusters ont chacun un rôle précis. Celui-là, c'est de créer un radical 5'-déoxyadénosyle, et le deuxième, c'est de créer l'équivalent d'un radical CH3S'. Et voilà, et donc vous créez le radical ici à 2 points, il arrache un atome d'hydrogène sur le substrat, et ensuite vous avez une cassure homolytique de la liaison fer-soufre. Et à ce moment-là, si vous voulez rester au même degré d'oxydation du fer, du cluster, il faut que vous perdiez un électron, donc il faut qu'il y ait un accepteur d'électrons. Il y a encore des choses qui ne sont pas finalisées, mais ici, vous créez la liaison carbone-soufre par réaction d'un radical avec un thiométhyle qui est fixé sur un atome de fer. Voilà. Alors, il y a des problèmes d'électrons là-dedans. Et l'hypothèse qu'on est en train de faire actuellement, c'est que peut-être l'autre raison pour laquelle les deux clusters sont proches, c'est parce que si vous introduisez un électron ici, un seul électron, qui vient d'une source d'électrons, bien sûr, à ce moment-là, vous introduisez un électron dans cet ensemble-là, je le localise sur le premier cluster ici, mais dans cette étape-là où vous avez la liaison, la cassure de la liaison fer-soufre, vous avez un électron qui est introduit dans le deuxième cluster. Donc finalement, il y a eu une sorte de transfert d'électrons d'un cluster à l'autre, jusqu'ici. Mais ensuite, pour faire le deuxième cycle, il faut qu'il y ait un électron qui revienne. Donc, si cet électron qui est localisé là peut revenir sur le premier, à ce moment-là, on part avec l'hypothèse qu'il suffit d'injecter un électron pour faire plein de cycles catalytiques. Il suffit d'un électron. Bon, ça, c'est une hypothèse de travail, et c'est très difficile à démontrer, et c'est des choses qu'on essaye de faire. Voilà. Bon, donc je vous ai donné quelques exemples, j'ai presque fini, quelques exemples de ces systèmes très complexes à 2 clusters 4 fer 4 soufre. Et là encore, l'idée, c'est donc un cluster pour générer ce radical qui initie toutes les réactions, et ce deuxième cluster pour activer le substrat, là aussi essentiellement de façon radicalaire. Voilà, d'autres exemples. Vous voyez, en 2010, l'enzyme BTRN, qui fait
c'est une des étapes dans la biosynthèse de la butyrosine, qui est cet antibiotique aminoglycoside. C'est une réaction qui n'est pas d'une très grande complexité, hein, oxyder un alcool ici en cétone. Néanmoins, la nature ici a choisi d'utiliser un système de cette complexité-là, radical SAM, radical R, 2 clusters, enfin, etc. Et Square et Booker aux États-Unis a assez bien démontré qu'il y avait un cluster qui fixait la SAM et l'autre cluster qui fixait l'alcool, la fonction alcool du substrat, et qui permet donc son activation radicalaire. Voilà. Et donc là aussi, arrachement d'atomes d'hydrogène sur ce carbone et cassure homolytique de la liaison fer-oxygène pour donner une cétone. Autre exemple, voilà, vous voyez, 2012, hein, Nature Chemical Biology. Donc là aussi, une étape de la biosynthèse de la subtilosine A, qui est une. Donc là aussi, il y a énormément de travaux, d'ailleurs qu'on trouve de façon abondante dans des revues comme Nature Chemical Biology. Donc la recherche de peptides à propriétés antibiotiques. Là aussi, on essaye de comprendre quelles sont les enzymes qui font ça, et puis lorsqu'il y a de la chimie intéressante, d'essayer de décortiquer les mécanismes et les enzymes qui fonctionnent. Voilà. Donc là, c'est un travail récent. Donc ces subtilosines, vous voyez, sont des peptides cycliques. Il y a une dernière étape de cyclisation, là, ici, qui est, vous voyez, c'est pas fermé, là, c'est fermé. Une étape de cyclisation à la fin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous avez une cystéine qui crée un pont covalent avec différents acides aminés. Ici, c'est une phénylalanine, là, c'est une thréonine. Donc, vous créez une liaison carbone-soufre. Voyez, qui est représentée ici. Donc, comment se crée cette liaison carbone-soufre ? Eh bien, ça se fait dans une étape ici, qui est catalysée par ALBA. Ensuite, vous avez une autre étape qui clive une partie peptidique, N-terminale, là. Mais ALBA, c'est une radicale SAM. Et ce qui a été montré donc, dans ce Nature Chem Bio, c'est que c'est une radicale SAM à 2 clusters, 4 fer, 4 soufre. Donc on retrouve, il y a maintenant 4-5 exemples, et on est en train de découvrir tout un tas d'enzymes qui fonctionnent avec ces 2 clusters 4 fer, 4 soufre. Donc, à nouveau, ce qui est proposé, un cluster SAM pour former le radical 5'-déoxyadénosyle, et le deuxième cluster qui fixe le peptide via une liaison fer-soufre, fer-thiolate, d'une des cystéines qui va faire le pont. Donc, vous voyez ici, je ne sais pas, par exemple, une phénylalanine, arrachement de l'atome d'hydrogène de alpha du peptide, et ici, rupture homolytique de la liaison fer-soufre, vous créez l'équivalent d'un radical S' qui va se coupler au radical, ici, formé après l'arrachement d'atomes d'hydrogène, et vous faites une liaison sigma, donc vous accrochez de façon covalente, et vous avez créé votre liaison carbone-soufre. Voilà. Et sur ce, j'ai terminé. Voilà. Je conclus en disant que dans ce domaine des clusters fer-soufre, dont j'arrête de parler, on continue à découvrir des choses qui sont absolument incroyables. La découverte de ces radicales SAM à 2 clusters 4 fer, 4 soufre est toute nouvelle. Et vous voyez la puissance que ça confère au système pour faire des transformations essentiellement radicalaires. Très complexe. Voilà, sur ce, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis ouvert. J'ai quelques minutes d'avance avant que Marius Réglier prenne la parole. Merci.